Bonsoir, amis oiseaux de nuit. Merci d'être à l'écoute de ce 5e numéro de l'Œil de la Nuit, durant lequel notre invité vous ouvre les portes de son monde intime. Vous découvrirez ce qui l'inspire et ce qui l'a poussé à se lancer dans la création, l'innovation ou l'entrepreneuriat. Le fait de créer ne relève-t-il pas un peu de la magie qu'elle a la part de génie, de hasard et de labeur dans tout ça? Nous allons essayer d'explorer pour vous toutes ces pistes et peut-être, qui sait, vous donner le goût de créer vous aussi. Ce soir, je reçois à mon micro Maître Madj, DJ et producteur, une des figures de proue du label Assassin Productions, le premier label indépendant du hip-hop français. Bonsoir Madj. Bonsoir aux auditeurs de Radio Muse, Radio Ems, Radio MS, Radio M à Montreuil-sous-Bois. On aime tout à Montreuil. Ouais. Alors, personnalité aux multiples facettes. Maître Madj, tu te définis toi-même comme un véritable résistant culturel. Né dans les années 60 dans le triangle d'or du 9-3, les Lilas-Romainville-Bagnolet, tu grandis à la cité Gagarine. Ton bagage culturel est issu de plusieurs sous-cultures et contre-cultures, avec notamment le mouvement des Teddy Boys anglais né avec le rock'n'roll. Ton style vestimentaire en atteste d'ailleurs. Pour ceux qui ne voient pas encore le studio à travers l'application de votre smartphone, reportez-vous à son compte Insta ou Facebook, vous verrez que le mec est diablement élégant. En vrac et de façon non exhaustive, tu co-animes en 87 l'émission Fusion Dissidente sur Radio Beurre FM aujourd'hui. Une étape fondatrice dans ton parcours. C'est une tribune libre de la culture urbaine où tu fais la promo de la scène punk rock française très dynamique à l'époque. Tu écris dans le fanzine hip-hop Get Busy. Tu rencontres Solo d'Assassin en 88 ou 89, on ne sait pas, à un concert de FFF. Et tu commences à bosser avec eux en octobre 91. Tu manages le groupe au départ de Sébastien Ferrand, qui était le manager de NTM, et l'histoire ne s'arrêtera qu'en 2005. À la base de culture plutôt punk rock, tu te prends comme tout le monde la claque de Grandmaster Flash dans la tronche, mais la grosse baffe vient de Public Enemy et ses textes de rap politique et social qui va vraiment bousculer la scène rap française et faire écho en toi. Toi et ta culture politique de la contestation et de la révolte dans la tradition du mouvement ouvrier de France. Salut à toi l'ami Didier Vampas, punk ouvrier, invité à ce micro il y a quelques temps. Je continue rapidement tes œuvres, à savoir la compilation fondatrice de la scène rap française Rap Attitude, l'élaboration en 97 du manifeste 11 minutes 30 contre les lois racistes, réunissant 17 artistes et destinés à récolter des fonds pour le mouvement de l'immigration et des banlieues. En 2018, tu es l'initiateur pour Universal Music de 2 volumes de la compilation vinyle Motor City, consacrée aux premières heures du label Motown. En 2019, tu es le co-commissaire de l'exposition Dancing in the Streets dans le cadre des 50e rencontres photographiques d'Arles et à l'occasion du 60e anniversaire de la Motown. Enfin, en tant que DJ, tu animes régulièrement de nombreuses soirées où tes sets, je cite, mêlent éclectisme et énergie brute. Est-ce que tu es à peu près d'accord avec ce que j'ai dit ? Écoute, à part quelques petites inexactitudes, mais on s'en fout, c'est plutôt pas mal. Et une fois qu'on a dit ça, est-ce que tu peux nous donner un peu de ton actualité proche et où on peut te retrouver tout bientôt ? Alors écoute, pas plus tard que demain, je serai à Romainville aux Trois Comptoirs pour le décrochage d'une expo au cours duquel, donc décrochage, je me produirai en DJ set. On pourra me retrouver, donc les Trois Comptoirs, c'est Romainville, pas non loin de la place Carnot, hein, vous cherchez, vous trouverez. Je serai vendredi soir au Billan, au 23 rue des Rosiers, il me semble, à Saint-Ouen, non loin des Puces de Clignancourt, pour un DJ set en vinyle pour la soirée L'Apéro Club en compagnie et à l'invitation d'un DJ qui s'appelle Tricky Said. Et je ne jouerai ce soir-là donc que des 45 tours. Bien. Parce que d'habitude, je joue souvent en numérique. Et tu pourras me retrouver, et vous pourrez me retrouver samedi soir au cours de l'une des soirées de clôture de la brasserie Mire à Romainville. Et on est bien triste, voilà. Jérôme, si tu nous entends. Voilà, et donc je vais faire un petit DJ set dans ce lieu, au lieu de vie sociale à Romainville, qui va effectivement fermer ses portes. Ce week-end, donc gros week-end de teuf, vendredi, samedi, dimanche, on vous attend nombreux à Romainville dans le 93. Donc, il est temps d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit, à savoir ton rapport à la création, Madj. Dans cette première partie de l'émission, on va s'intéresser concrètement aux réalisations de notre invité. Tu as eu plusieurs métiers dans ta carrière, tu es un touche-à-tout.
Explique-nous un peu ton parcours professionnel et artistique et comment tu es arrivé à tous ces métiers, y compris commissaire d'expo quand même. Tu n'arrives pas comme ça par hasard. Les gens qui font des études pour ça. Non, c'est juste que depuis que je suis môme, en fait, je suis plutôt passionné en premier lieu de musique. Donc une culture, ça se construit sur le temps. Et moi, si tu veux, j'achète des disques depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'en ai acheté, j'en ai aussi emprunté, chapardé. Faut pas le dire. Voilà, il y a prescription. Et en fait, tu faisais tout à l'heure allusion au fait que je me définisse comme un résistant culturel. Si je peux essayer d'apporter une précision à ce concept, la résistance culturelle aujourd'hui en 2025, c'est déjà de s'élever contre la tendance à l'uniformisation et puis surtout essayer de s'orienter vers le plus possible de qualité en termes de production, qu'elle soit dans tous les champs artistiques, et surtout de combattre, je dirais, une espèce de médiocrité ambiante qui nous envahit. Donc après, comment j'en arrive là, voilà, je suis plus tout jeune, donc j'ai beaucoup de rencontres, j'ai beaucoup traîné la nuit notamment, et fait beaucoup de rencontres, et puis je suis quelqu'un de plutôt, je pense, plutôt sociable, voilà. Ouais, mais c'est en rencontrant, quand tu rencontres les mecs d'Assassin, c'est quand même, je sais pas. Tu les rencontres et tu deviens leur manager et producteur. Ouais, mais c'est pas du jour au lendemain. Ouais, non, c'est-à-dire que quand je rencontre Solo, en fait, très vite, c'est l'époque un peu fin des années 80 où je m'immerge, parce que moi je suis pas dans le hip-hop depuis le tout début. Donc moi je me suis vraiment intéressé à ça plutôt au mi-temps des années 80. Il y avait déjà des gens qui étaient déjà dedans depuis longtemps, notamment tu faisais référence à Solo, qui est un activiste de cette culture de la première heure. Et en fait, moi, j'étais avec mon pote Mille, on faisait une émission de radio, donc Assassin est venu de nombreuses fois dans cette émission, ainsi que d'autres groupes, dans divers champs artistiques, punk, rap, reggae. Et donc, à un moment donné, écoute, ça, c'est un peu le destin. Il se séparait de Sébastien Farran, donc qui a quand même terminé manager de Johnny. Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est quand même, je veux dire, quand t'es manager, terminer sur le management de Johnny Hallyday, c'est quand même, parce que c'est quand même c'est pas n'importe quoi. Et quand Sébastien donc a arrêté de manager Assassin, écoute, mon nom est sorti, je sais pas, mon nom est sorti, et puis on m'a appelé, on m'a demandé si je voulais m'occuper de ça, et puis très vite on s'est rendu compte que j'étais pas forcément à la hauteur des attentes du groupe, mais j'avais quand même des compétences qui pouvaient servir au quotidien au groupe, et donc j'ai fait, comme tu le disais, une quinzaine d'années dans cette histoire. Ouais, de producteur. De production exécutive, surtout. Production exécutive, c'est les albums et les concerts. C'est surtout la production exécutive, si tu veux, c'est le boulot d'encadrement autour du processus de production, c'est-à-dire de temps en temps booker des studios, réserver tout ce qu'il faut pour que ça se passe, quoi, et faire que tout le monde soit là, voilà, c'est un peu ça la production exécutive. Tu coordonnais aussi la promo? Ouais, j'ai fait beaucoup ça, avec la maison de disques, puis même le marketing avec la maison de disques, parce que nous on était en contrat de licence, donc j'ai été très très lié aux campagnes de promotion autour des sorties d'albums et de tous les événements qu'on a fait avec ce groupe et dans le label avec d'autres groupes. Ouais. Ok. Et question con, mais c'est quoi ta formation? Parce qu'il y a plein de gens qui vont demander. T'as raison. Moi, je suis de formation, je suis sociologue avec une spécialisation dans l'anthropologie urbaine. J'ai les yeux qui font comme ça. Personne ne me voit dans le studio, mais je suis en train de faire ça. Enfin, j'ai pas été très loin. J'ai fait, je suis bac plus 4 en termes quand même. Ouais. Et j'étais donc à Paris 5, à la Sorbonne, et voilà, j'ai fait des études de sociologie qui m'ont été d'ailleurs très très utiles pour le marketing. Tu m'étonnes. Parce que la sociologie permet d'avoir, si tu veux, un regard global sur les choses
est très utile, en fait. Et l'adaptabilité, surtout. C'est que tu vois à qui t'as affaire et que tu peux t'adapter, en fait, mais c'est plus sur la vue d'ensemble des choses, où je trouve que ça a été très, très utile. C'est passionnant. Voilà. Et alors, j'avais une question sur ta pratique de DJ. Alors, je dirais ton art en quelque sorte, mais est-ce que le DJing est considéré comme un art? Ça pourrait être le 10e art, enfin, c'est la musique, quoi, mais c'est encore... C'est une forme d'art, c'est encore, tu vois, académiquement, je sais pas si c'est validé, mais en tout cas, comment t'as appris à te servir? Pareil, c'est une question idiote, mais on voit tout le monde qui mixe. Comment t'as appris à te servir de tout ça? Écoute, moi, j'y suis venu très tard, en fait. J'y suis venu par le plus grand des hasards, autour de 2010. Donc ça fait maintenant une quinzaine d'années. Je me suis produit plus de 500 fois, dans toutes les configurations possibles et imaginables, dans des bars, aussi bien que dans des festivals devant plusieurs milliers de personnes. Et en fait, c'est un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé à mixer. C'est à la suite, pour l'anecdote, à la suite d'une rencontre avec le rappeur Rossé. Je sais pas si tu vois qui c'est. Et on était ensemble invités dans un festival à Toulouse, un festival qui s'appelle Origine Contrôlée, qui est organisé à l'initiative des gens, en gros, qui sont autour de Zebda. Et on était ensemble dans ce festival, et en prenant le petit déjeuner à l'hôtel, lui venait de prendre ses fonctions depuis peu de direction artistique du Mama Shelter, dans le 20e. Et il faisait jouer de la musique à des gens, voilà. Et à l'époque, c'était beaucoup moins cadré qu'aujourd'hui, donc c'était plus freestyle. Et ce qui lui importait plus, au-delà d'impératifs commerciaux, c'était de l'originalité et de la qualité. Et en discutant, il m'a proposé de venir jouer des disques. J'avais jamais fait ça. Hein. mais comment tu fais du coup, non, mais bon, si tu veux, j'avais quand même quelques visions de ce qu'étaient des platines, une table de mixage. Bon, j'ai quand même bossé dans la musique pendant quelques années. Des DJ, j'en ai vu passer. Et en studio et sur scène. Et donc, je me suis lancé dans le bain. Alors moi, je suis pas un grand technicien, mais j'avais quand même des aptitudes à enchaîner des morceaux à peu près proprement. Et la question, c'est, tu vois, je regardais plein de documentaires sur le hip-hop. Hier, j'ai révisé mes classiques et Dynasty, le DJ mythique, précurseur du mouvement hip-hop en France, dit qu'il a 28 000 disques. Donc, lui, il a c'est disque, voilà, c'est une... J'en ai beaucoup moins, mais j'en ai beaucoup. Hein. Et comment tu sélectionnes tes titres? Et est-ce que tu flânes chez les disquaires? Est-ce que tu écoutes des choses? Toujours. Comment tu fais? Je fréquente toujours les disquaires. C'est un gros problème d'ailleurs. Tu lâches beaucoup d'argent. C'est surtout que j'ai beaucoup de disques et que ça prend de la place. Et tu vois, récemment, j'ai déménagé, je l'ai senti. Qui a porté tes cartons? Les déménageurs. mais ouais, je fréquente toujours les magasins de disques, et il se trouve que la technologie, comme je te l'évoquais tout à l'heure, permet maintenant de jouer en numérique. Donc je joue beaucoup et principalement en numérique, ce qui permet d'avoir une latitude dans la sélection immédiate beaucoup plus importante. Puisque c'est comme si tu avais un appartement plein de disques dans ton ordi, quoi. Donc après, c'est aussi une question de feeling, c'est une question aussi, à force de jouer, on a quelques automatismes, on a des titres un peu phares qu'on joue tout le temps, dont on connaît un peu et on pressent la réaction du public. Voilà, et puis c'est 50% du boulot de DJ, ça, de capter l'ambiance, de capter la vibration. Au-delà il y a effectivement la qualité de la sélection, mais il y a surtout cette aptitude à capter l'ambiance, qui se dégagera ou qui se dégage du dance floor. Justement, j'allais te demander quelles sont les qualités qui font un bon DJ, tu viens d'y répondre, et un bon manager ou producteur? Alors, manager et producteur sont deux métiers différents. Manager, tu es multitâche. Alors manager, je dirais que parce qu'aujourd'hui on peut tout mettre derrière l'étiquette, derrière ce mot. Moi, en tout cas, la conception que j'en ai, et c'est ce qui caractérise les grands managers, c'est la volonté
c'est surtout l'aptitude à avoir un regard global sur le projet auquel tu es rattaché et dont tu t'occupes, et d'avoir des visions en termes de carrière par rapport aux artistes, mais pas simplement de carrière en termes de business, même de vision à plus ou moins long terme, surtout d'un point de vue artistique, et d'être capable de faire des propositions dans ce sens-là. Ok. Et un manager n'est pas juste un businessman. Et c'est peut-être ça le problème aujourd'hui, c'est que c'est une profession qui est presque réduite à ça, mais les grands managers sont ceux, pour moi, qui sont capables, à un moment donné, d'avoir et d'apporter des réponses en termes aussi artistiques par rapport aux artistes. Eh ben, tu as répondu parfaitement à cette question, et on marque une première pause musicale avec ton premier morceau que tu as choisi pour nous. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Well, I told you once and I told you twice, but you never listened to my advice. You don't try very hard to please me, but what you know it should be easy. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Well, I'm sorry, girl, but I can't stay. Feeling like I do today. There's too much pain, too much sorrow. 'Cause I'll feel the same tomorrow. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Well, I told you once and I told you twice. Someone will have to pay the price. Here's a chance to change your mind. 'Cause I've been gone a long, long time. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Last time, never the last. I say no more. Not no more. Well, not no more. Well, not no more. C'était donc les Rolling Stones, The Last Time. Cher Madge, pourquoi ce titre ? Bah écoute, parce que l'un des premiers trucs déjà qui m'a traumatisé musicalement quand je devais avoir à peu près 11 ans, c'est le jour où je suis tombé... Ouais, j'avais 11 ans. 11 ans et demi. Je suis tombé sur le clip d'un morceau des Stones de l'époque qui s'appelle It's Only Rock'n'Roll, qui était,
un peu, qui était, comme on dit, qui annonçait la couleur. Et j'ai énormément enfin, je suis un grand fan de ce groupe. J'aurais pu mettre plein de choses, hein, parce que j'aime beaucoup, bon, le rock et tout, mais les Stones, c'est sans aucun doute le plus grand groupe de rock à mes yeux. Et puis ce morceau, pourquoi ce morceau? Parce que au point de départ, bon, c'est un morceau de 1965, et au point de départ, les Stones, c'était un groupe de reprises. Ils reprenaient beaucoup de... Et The Last Time, c'est un peu l'époque où ils vont trouver vraiment, vraiment leur style. C'est un peu la même époque que Satisfaction. Je sais pas si moi tu vois. Ouais, c'est trop bien. Voilà, ça sort la même année. Et voilà, c'est juste que j'ai une admiration. Et puis là, on est vraiment dans... Alors peut-être pas la période la plus mature des Stones, que je situe plus vers 1968-69, avec les albums Big Hearts Banquet et Let It Bleed. Mais 65, c'est une époque vraiment charnière dans leur accomplissement artistique. Ok. Eh ben écoute, c'est parti pour la deuxième partie de l'émission, les origines de ta vocation. On parle souvent d'un déclic chez l'artiste, d'une rencontre dans l'enfance, que ce soit dans la famille ou parmi les amis. Tu viens de nous parler de ton déclic musical. Est-ce qu'il y a une rencontre décisive dans ton enfance ou une figure inspirante, du moins? Franchement, il y en a eu plein, parce que je suis d'une génération où très très tôt on était familiarisé à de la musique de qualité, sans se forcer. Par les médias, même par les médias mainstream, si tu veux. Moi, je suis un enfant des années 70. C'était juste dingue. Je veux dire, musicalement, c'était juste dingue. Tous les 6 mois, il y avait un truc qui arrivait, qui était juste magnifique. Donc moi j'ai vu arriver le punk, j'ai vu arriver la new wave, tu vois, tous ces trucs là, j'ai vu arriver le ska two-tone qui a été aussi un gros bouleversement. Qu'est-ce que le ska two-tone? Parce que Franck hoche la tête, mais moi je sais pas ce que c'est. Comme les groupes, si tu veux, ça a été une vague qui arrive en 79 avec les Specials, Madness, Selector, tous ces groupes. Le ska, ok. Voilà. Mais on appelle ça le two-tone parce que le ska à l'origine c'est une musique plus ancienne qui a été produite en Jamaïque dans les années 60. Mais il y a eu un revival. Two-tone comme 2 tons. Voilà, noir et blanc. Oh. Et donc les Stones faisaient encore des numéros 1 à cette époque-là, des hits. Puisque bon, il y avait encore Led Zeppelin, il y avait tous ces groupes-là, il y avait tous les grands. Bowie était énorme à l'époque. Il sortait des hits tous les 6 mois. Enfin, c'était Donc c'était des claques et ouais, voilà. Donc si tu veux, dans les cours d'école, au collège, dès la 6e, on était déjà à aller passer. Moi, j'ai des souvenirs de mercredi après-midi en 5e, donc à 12-13 ans, à passer l'après-midi à écouter des disques chez l'un, chez l'autre. Mais du coup, il y a pas une figure chez tes parents. Tes parents, ils faisaient quoi? Alors j'ai un père qui pratiquait un peu la musique, ouais. Il faisait quoi? Il jouait un peu de guitare, un peu de piano, et il nous a mis. Alors oui, c'est aussi bon. Il nous a mis aussi à contribution en nous inscrivant au conservatoire de Romainville. Mais quand même, donnée importante. Ouais, mais c'est pas ça qui m'influençait parce que c'était essentiellement de la musique classique, tout ça. Moi, ça me barbait, c'était une torture. Oui, mais est-ce que tu penses pas que ça t'a aidé à comprendre certaines choses? Si, bien sûr. Dans l'approche du rythme, dans l'approche de la compréhension de la mélodie, bien sûr, évidemment. Mais il n'y a pas besoin de ça. Je veux dire, la musique populaire, au sens où on peut l'entendre, rock, funk, soul, parce que c'est ça qui nous animait, nous. C'était ces musiques-là. Bon, il n'y a pas besoin d'aller au conservatoire. Je veux dire. Ça vibre, Jimi dans ton Hendrix, corps. voilà, Jimi Hendrix n'a jamais été au conservatoire. Non, mais voilà, ouais, disons que moi, ça m'a aidé. Après, par contre, dans mon métier quand je faisais justement Assassin Productions et tout ça, la compréhension de la musique en tant que je dirais pas science, mais en tant que discipline technique, voilà, ouais, ça m'a beaucoup aidé, ouais, parce que je savais ce qu'était une mesure, je savais ce qu'était un temps,
Voilà, j'avais des notions, si tu veux. Mais Inscrivez vos enfants Mais après, au je pense que je te dis les figures tutélaires qui m'auraient influencé. Il y en a eu plein dans toute mon adolescence, et on s'est tous construits comme ça au fur et à mesure des rencontres qu'on faisait, des échanges qu'on avait. Pour les gens qui sont plus jeunes, voilà, c'était une époque où on le dit souvent, hein, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. Donc ce qu'aujourd'hui on apprend en 3 clics, voilà, on apprend en 3 clics, il fallait 6 mois, 1 an pour les assimiler. Donc c'est complètement une autre époque. Tu dis en interview que tu lis beaucoup de biographies de grands groupes de rock, comme les Stones, et notamment les parcours de leurs managers. Est-ce que tu t'es inspiré de certaines figures de managers, des mentors ? Pas spécialement. Mais parce que chaque histoire musicale, chaque histoire de groupe a sa particularité, mais où c'est intéressant si tu veux de s'inspirer, de lire, enfin d'essayer de comprendre ce qui est arrivé avec d'autres groupes et d'autres acteurs de l'industrie de la musique, que ce soit des managers ou des producteurs. C'est une acquisition d'expérience, en fait. Et c'est j'ai connu... c'est une réflexion qu'on avait, je me souviens, avec Feu Fred Chichin, que j'ai un peu connu. Et lui aussi s'intéressait beaucoup à cet aspect de l'histoire de la musique, parce que dans lui-même, son parcours de musicien, il se disait, tiens, face à cette situation, qu'est-ce que... dans telle histoire, tel manager, tel artiste a fait. Et tous ces trucs-là, c'est super inspirant. Tu vois, je veux dire, quand tu lis la bio d'Elvis, par exemple, qui est le premier, qui est un peu pionnier dans cette histoire d'industrie musicale. T'apprends des choses. Là, par exemple, je viens de me taper un docu là hier soir, tu vois, sur les tout débuts des Beatles à Hambourg. Bon, c'est pareil, c'est super instructif, parce que ça va quand même être un des plus grands groupes de l'histoire de la musique, sinon peut-être le plus grand pour certains. Voilà, donc tous ces éléments biographiques, toutes ces histoires, ils sont riches, très riches d'enseignements. Et est-ce que, en parlant de monteur, est-ce que tu regardes et que tu écoutes ce que font les autres DJ ? Bien sûr. Ça t'inspire, enfin. Oui, bien sûr. Quelles influences tu as et quel style tu préfères jouer ? Alors, t'as parlé de la Motown, t'as parlé de... Moi, je joue un peu de tout, je suis multitendance, c'est ça qui fait aussi à la fois ma force et à la fois ma faiblesse, parce que c'est compliqué pour se placer quand t'es multitendance, mais en même temps, ça rend les choses faciles. Enfin, c'est un peu ambivalent, parce que ça rend aussi les choses faciles, dans le sens où t'es capable de jouer beaucoup de choses. Mais je te dirais juste que en toute modestie, très peu de DJ m'impressionnent en termes de sélection. Il y en a, hein, mais il y en a pas tant que ça, et que dans mon style, je suis le meilleur. Et on va finir là-dessus cette émission. Au revoir, messieurs, dames. Non, je déconne. On va écouter un autre morceau de musique qu'on intercale cette fois. Une fois n'est pas coutume. D'habitude, c'est 2. Et là, comme tu étais DJ, on s'est dit que tu aurais droit à un morceau de musique en plus. Et avant de passer à la 3e partie de notre entretien. Radio M. C'est ma radio préférée. But dig me now, baby, don't worry about later. Dig the things I used to do, they call them mashed potatoes. Dig this. There was a dance they call a joint.
watch me work. Ow! In my hometown, where I used to stay, the name of the place is Augusta, GA. Down there, we have a good time. We don't talk. We all get together any type of weather, and then we do the camel walk. Ow! Look at you. Dig this. Now there was a dance that I used to do. The name of the dance they call a boogaloo. I may not do the dance as well as you, but baby, you can bet your bottom dollar you'll never hear me holler. I'll do the best that I can do. Ah! Look at you, feeling good. There was a time, sometime I dance. Look at you, sometime I dance, sometimes I clown. But you can bet you haven't seen nothing yet until you see me do the James Brown. Ah! Vous avez tous reconnu, c'était James Brown. There was a time. Pourquoi ce titre, Madge? Bah tout simplement parce que bon, j'aurais pu pareil mettre une multitude de titres de James Brown, mais parce que James Brown, c'est indépendamment du fait que ce mec soit juste génial du point de vue artistique et musical, bien que politiquement et je pense qu'humainement c'était pas une super belle personne, mais d'un point de vue musical il y a un truc fondateur et puis ouais voilà et puis surtout voilà il y a cette espèce de j'aime à dire que James Brown et tout ce qui est associé, que ce soit les JBs ou les productions auxquelles il a été associé, il y a une espèce de quintessence, c'est-à-dire qu'on peut pas faire mieux en termes de groove et c'est là où je suis super admiratif de ce mec voilà qui est bon, qui a dû grandir dans un milieu, qui a grandi même dans un milieu très 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 pauvre, qui était destiné à certainement être un sous-prolétaire, voilà, et qui est devenu, qui est devenu puis un élément incontournable de la culture populaire. On passe à la question de l'identité du créateur. C'est quoi être un artiste, ou du moins se définir comme tel face aux autres? On va parler de création comme identité. Est-ce que tu te sens plus artiste, DJ ou producteur, ou, réponse D, est-ce que tu as envie de ne pas te définir du tout d'ailleurs? Non, ouais, je me définirais pas du tout. Plutôt comme un être humain ayant effectivement une approche sensible de la musique et de l'art en général. Mais moi le truc de l'artiste, bon. Mais il y a je sais que j'entretiens un truc qui est peut-être inné ou je sais pas à qui, mais j'entretiens une espèce de sensibilité particulière. Je crois que je crèverais avec de la musique et ça, la musique me procure toujours les mêmes alors je parlerai pas d'orgasme mais les mêmes sensations ultimes que quand j'avais 11-12 ans, même si c'est pas les mêmes,
Mais je peux encore être émerveillé comme un enfant à l'écoute d'un titre, voilà, sans savoir pourquoi, parce que ça s'explique pas, ça. Et tu parlais de l'artiste, un peu, le truc, blabla, l'artiste qui est forcément un peu dingue, iconoclaste. Est-ce que toi, tu te considères un peu fou? Et si oui, quelle est ta part de folie à toi? Ouais, oui, mais je pense que cette folie, justement, c'est lié à cette sensibilité, à cette ultra-sensibilité à laquelle je faisais référence juste avant. Oui, il faut être un peu foufou, mais fou dans le sens où je suis tellement... Enfin, je pense que je suis frappé d'une telle sensibilité que je serai toute ma vie un gosse, quoi. C'est quoi le truc le plus dingue que t'aies fait en tant que soit DJ, soit producteur, soit manager? Oh, franchement, La là, colle. Toute ma vie. Ouais, non, là, Toute ma vie est une dinguerie. Non, ouais. Il y a eu beaucoup de dingueries, mais non, je pourrais pas répondre à ça, mais j'ai vécu des choses magnifiques, merveilleuses, excitantes, et puis des choses tristes. Enfin voilà, dans les deux sens, il y a eu des choses marquantes, mais je pourrais pas. Il y avait en toujours sortir la une. musique pour t'accompagner. C'est Souvent, important. très souvent. Est-ce que tu crées pour toi ou pour les autres? C'est quoi ton rapport au regard des autres? Bah, c'est un peu les deux, hein. C'est, si on parle de création en termes de mix, on est à la fois dans la volonté de s'auto-satisfaire. Faut pas avoir peur de le dire, hein. On a quand même des égos, voilà. Après, faut pas que ça rende fou, mais on a quand même un ego à satisfaire, et en même temps, on a envie de faire plaisir aux gens. Et le fait, c'est un peu un truc qui se mord la queue, si tu veux. Le fait de faire plaisir aux gens nous satisfait aussi l'ego. C'est comme, j'allais dire, c'est comme l'amour. Ouais, exactement. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte de mixer au quotidien? Là, ce que tu fais, quand tu fais des sets, est-ce que tu pourrais t'en passer aujourd'hui? Est-ce que... Alors, j'aurais du mal, mais peut se passer de tout, tu sais. Mais j'aurais du mal, et c'est un truc. Je te dirais même que des fois, je m'endors, puisque bon, notre sujet est quand même la nuit. La nuit, on va y venir, les Fois, amis. voilà, des fois, je suis tellement fou que des fois, juste avant de m'endormir, je pense à des enchaînements. Je me dis, mais tiens, ce morceau-là, ça pourrait être pas mal avec ce morceau. Tu comptes pas les moutons, tu comptes les sets. Voilà, ouais, je fais des combinaisons de morceaux enchaînés. Alors, je sais pas si c'est le lot de tous les gens qui jouent de la musique ou qui sont DJ, mais moi, ça m'arrive, hein, souvent. Je me couche en pensant à des morceaux, tiens, ça, je le jouerais bien, et puis je mettrais ça derrière. La nuit porte conseil. Là, Ouais, c'est- très souvent, ouais. Une question un peu plus philosophique, entre guillemets. Est-ce qu'on peut vieillir en écoutant du rap? Est-ce que le rap n'a pas toujours été une musique de jeunes, une musique de passionnés au sens grec du terme, pathos, souffrance, et que plus on vieillit, plus on est apaisé, et moins on aime le rap et ce côté contestataire, agressif ou bling-bling? On peut aimer toutes les musiques et vieillir très bien. Je veux dire, le rock'n'roll, au point de départ, c'est une musique de teenagers, hein, et pourtant aujourd'hui, c'est une musique d'octogénaires. Donc, les premiers fans de rock'n'roll ont 80 piges aujourd'hui. Voilà. Ceux qui écoutaient du rock dans les années 50 ont 80 ans, hein. Et t'en as qui aiment toujours ça. Non, mais est-ce que tu peux évoluer en Et le ayant rap, écouté et donc je vais venir au rap. C'est pour moi, c'est une erreur de penser ça. On peut aimer, et moi j'aimerais le rap toute ma vie. On peut aimer le bon rap, et enfin vieillir et aimer le bon rap, il y a pas de problème. Le seul souci, justement, quand je parlais tout à l'heure de résistance culturelle, c'est qu'aujourd'hui on cantonne cette musique à quelque chose dépourvu de qualité et qui devrait baigner dans une forme de facilité et de médiocrité. Voilà. Mais le bon rap, on peut en écouter toute sa vie et crever avec, hein. Tu as dit en 2013 dans une interview à Street Press, « Je ne crois pas que le fait d'être producteur indépendant te donne une éthique particulière. On n'est pas indé par conviction, mais par nécessité. Comme disait Ice-T, entre un label indé et une majeure compagnie, c'est juste la taille du macro qui change. Est-ce que le rap n'est pas une musique qui a perdu son élan contestataire justement avec le marketing, le merch, domaine sur lequel tu as travaillé avec Assassin?
Alors, on va replacer, on va rétablir une vérité. Le rap n'est pas par essence une musique contestataire. Le rap, c'est la suite du funk. C'est la forme peut-être la plus aboutie, si on extrapole même, c'est la forme la plus aboutie de rock'n'roll. Donc là-dedans, il y a la place pour tout. Il y a la place pour le rap de divertissement, il y a la place pour le rap à contenu social, comme le rock. Le rock peut prendre toutes les formes qu'on veut. Ou le funk, ou la soul. Tu peux faire du funk en parlant d'amour, tu peux faire du funk revendicateur ou revendicatif, militant, tu peux faire du funk complètement trash et déluré. Et ben le rap c'est pareil. Donc en France, on a cette espèce de postulat comme quoi le rap ça doit être de la contestation et du contenu social, ce qui n'est pas du tout l'histoire de cette musique. C'est au point de départ, c'est une musique pour faire la fête, c'est une musique de party. Quand le rap naît dans les années 70, dans les premières block parties, c'est une musique pour faire la fête. C'est juste une évolution du funk. Il y a pas, le rap n'a pas pour vocation d'être social. Après, moi, j'aime le rap à contenu social, comme j'aime le rock à contenu social, ou le funk à contenu social, ou la soul à contenu social, et j'aime le blues. Mais c'est pareil. Le blues, on a toujours cette espèce de lieu commun de dire que le blues, c'est la musique de révolte des esclaves. C'est faux. Le blues, c'est une musique de la vie quotidienne, ça parle de tout. De la dernière meuf que t'as pécho, du dernier ouragan qu'il y a eu, de la dernière crue du Mississippi, et t'as effectivement une petite partie du blues avec des bluesmen comme Ned Belly qui ont un contenu un peu social. Mais voilà, le rap peut prendre toutes les formes. Donc c'est pour ça que le rap n'a rien perdu, le bon rap n'a rien perdu et ne mourra jamais. Ça va faire le lien avec ton troisième morceau parce que l'heure tourne, les amis. J'ai l'œil sur le chrono et un invité prolixe. On passe au troisième titre qu'il a choisi. Radio M. C'est ma radio préférée. Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He sway nice. I said, yo, the brother don't sway nice, he knows he's nice, you know what I'm saying? So Chuck, I got a feeling you turning into a public enemy, man. Now remember that line you was kicking to me on the way out to LA Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. What goes on? Well, put it up on the board. Another rapper shot down from the mouth that roared. 1, 2, 3, down for the count. The beat solo my lyrics, so yes, no doubt. Cold rock rap, 49er supreme is what I choose and I use. I never lose to a team, cause I can go solo like a Tyson photo. Make the fly girls wanna have my photo. Run in a room, hang it on the wall. In remembrance that I rock them all. Suckers, ducks, so hunk MCs who can't rock the kids, so go cut the teeth. Take this application of rhymes like me. My rap tread hot, 110 degrees. So don't start basing, I'll start placing. Bet on that you'll be disgracing. You in your mind for my beat, for my rhymes. A time for a crime that I can't find. I show you my gun, my Uzi weighs a ton because I'm public enemy number one. But you got no paddle, cause I never pause. I say it because I don't break in stores, but I break all laws. Written while sitting all bitten, not bitten. Giving me the juice that you're not getting. I'm not a law payer, so you can tell your mayor I'm a non-stop river rock poetry sayer. I'm the rock player, the ozone layer. A battle what here's about start your prayer. This word to the wise is justified. If they ask you what happens, it's a minute you lied. You just got caught, you're going out of order. And now you serve football teams there. The master word you chop, and I wax cold tax, make sure you got dope. You just got this, all but this list. Sucker duck MCs, you didn't need this. There's no fun being on the run, because they got me public enemy number one. Don't you know, I got a posse of a force to back me up, watch out, we got never a match. Ambush attack on my back, double team to get so you won't catch. Wanna hear it again? We got a force. Enemy down, the L.I. circuit sound. And Chucky D, myself, and KG, Flavor, DJ Melody. Oh yes, I presume it's
moves that make us groove, to make all the ladies swoon. But it's also the word from moderation. I'm going one section, kicking like Bruce Lee's Chinese connection on a stereo. Never ever mind, no all wax, yes, I'm talking about vinyl. They said stop, freeze, I got frozen because I'm public enemy number one. Suckers, liars, and cheap amplifiers. You crossed up wires or always on fires. You grown up cries, now here's a fair prize. Get a job like your mother hurts and fixes own drive. You have no desire, your father fixes time. You try to say you're queer, but you get no bias. It's you that never hire, you never on flies. Plus you and your crew is only known as good trying. Known as the poetic, political, lyrical son, I'm public enemy number one. Un gros kiff dans le studio. J'en ai un peu parlé en intro, mais tu vas nous dire pourquoi Public Enemy number one, donc. Parce que déjà d'un point de vue personnel, c'est un groupe qui m'a largement traumatisé à plein de niveaux, déjà musicalement, l'imagerie qu'il y avait autour, et puis c'est un groupe qui a eu une énorme influence en fait en France au moment où ça arrive. Ça c'est extrait du premier album Yo Bob Merge the Show qui date de 1987, donc tu vois ça a 38 ans, c'est encore super frais. c'est Quand ça. tu dis 38 ans, Voilà, t'as une espèce de retour vers le futur dans ta face. Et donc s'il y a un groupe de rap, il y a eu beaucoup de grands groupes, mais s'il y avait vraiment un groupe de rap qui symbolise cette force du crossover entre le rap, le rock, c'est Public Enemy, et il y en a pas eu d'autres à ce niveau-là. Peut-être Cypress Hill et encore. Ouais, j'allais te dire Cypress Hill que j'ai vu à l'Élysée-Montmartre. Mais je pense que Public Enemy c'était vraiment, comme le disait, je sais plus si c'était Rick Rubin ou Russell Simons, leur producteur, c'était la combinaison et la combinaison parfaite entre Run DMC et The Clash. C'est magique. Il est temps maintenant de clore ce 5e rendez-vous par la séquence du questionnaire de Proust. Un portrait chinois de notre invité, toujours introduite par les premières notes qu'on entend là actuellement du merveilleux Lazarus Man de Terry Callier. On y va. Première question. Est-ce que tu dors beaucoup ? Non. C'est ça ton secret. Pas beaucoup. D'ailleurs, je commence à le payer. Mais pendant très longtemps, je pense que j'ai été en déficience de sommeil. Mais parce que j'ai une maladie de la nuit, en fait. J'ai beaucoup de mal à aller me coucher. C'est peut-être un petit déficit de mélatonine ? Je sais pas, mais depuis très jeune, j'adore la nuit, en fait. Et ceci explique cela. Voilà. Et donc aujourd'hui, je dors un peu plus et ma vie étant moins prolétarisée qu'à un moment, j'ai le loisir de me lever un peu plus tard que la majeure partie des gens, mais de nature, je dors pas beaucoup. Et ce qui fait que tu crées plus la nuit que le jour ? J'ai un rapport à la nuit, ouais. J'ai un rapport à la nuit en termes de plein de choses, de réflexion, de créativité qui est particulier. Ouais. Ton rêve récurrent ? Alors, j'ai pas de rêve récurrent, mais même pas quand tu tombes. Non, mais si je devais, si je devais en avoir le rêve ultime, ça serait quand même qu'on puisse vivre l'avènement d'une société plus juste, sans classe sociale, sans État. L'anarchie un peu ? Le communisme. D'accord. Ton pire cauchemar, le communisme, non. Non. Le pire cauchemar que je ne fais pas, mais je pense que ça serait l'avènement par contre de la barbarie, la vraie, le fascisme. Qui est à nos portes, je le rappelle.
Je pense que c'est ce qu'il y a derrière. Si tu fais référence au Front National, voilà, c'est une marche vers ce qui pourrait s'apparenter à du fascisme, mais ouais, mais c'est pas, faut faire gaffe. De toute façon, dans la situation qu'on vit là, c'est un des dangers, ouais. Vous avez entendu? Attention. Un rêve devenu réalité. Non, j'en ai pas vraiment, et puis je pense que déjà rêve et réalité, il y a une opposition fondamentale. Si un rêve devient réalité, c'est qu'il n'est plus un rêve. Donc non, je pourrais pas te répondre là-dessus. Ta plus grande insomnie? Alors je suis pas insomniaque. Je ne dors pas, mais je ne suis pas insomniaque. Je suis pas insomniaque. Non, je suis pas insomniaque. C'est-à-dire que quand je me mets, je veux dire, je dors. Un insomniaque, c'est quelqu'un qui se couche et qui dort pas. J'ai un papa qui était insomniaque, j'ai une maman qui est insomniaque. Ah. Mes parents ont eu des gros problèmes avec ça, ouais. Donc, l'insomnie, je sais ce que c'est. Mais pas toi. Moi, je suis pas insomniaque, non. Mais je dors pas beaucoup, mais je suis pas insomniaque. Tu luttes Je dors contre le plutôt bien. sommeil, en fait. Ben, consciemment, ouais, il paraît, ouais. La nuit porte-t-elle conseil? Ah, largement. C'est là que j'ai les plus belles pensées, c'est là que j'ai les pensées les plus justes, et qu'avec l'âge, c'est souvent là que la raison m'appelle. Comment résistes-tu au sommeil? Est-ce que tu as des carburants? Alors écoute, non, pas vraiment. Bon, j'ai beaucoup fumé dans ma vie, du cannabis. Je ne fume plus. Alors à l'époque où je fumais du cannabis, j'avais tendance à me coucher plus tard. Ah, j'aurais dit l'inverse, moi. Et ben, contrairement à ce qu'on croit, moi ça me faisait éveiller. Ça maintient éveillé. Ah ouais. Par contre, tu le payes le matin. Est-ce que tu lis la nuit? Si oui, quoi? Alors écoute, j'ai longtemps lu la nuit, je ne lis plus la nuit. La nuit me sert à... Puisque maintenant on est dans une société 2.0, je suis beaucoup sur Internet la nuit, à glaner des infos, à regarder des docus, à regarder des séries, et je lis essentiellement dans le métro. Et je lis, comme on l'évoquait tout à l'heure, beaucoup d'ouvrages liés à l'histoire de la musique ou ayant pour thème la musique et l'histoire. Et donc en ce moment, je suis en train de lire la biographie de Tonton David qui est sortie il y a peu. Feu Tonton David. Feu Tonton David que j'ai bien connu. Qu'il repose en paix. Le mot de la nuit. Alors écoute, si tous les chats sont gris la nuit, tous les mots sont dits. Oh, c'est beau. Je vais le ressortir à la prochaine émission. Les mots de la nuit, M-A-U-X. La nuit est souvent le théâtre du mal, mot au singulier, donc je dirais que la nuit, tous les mots sont subis. Exactement. Et une musique de la nuit, la tienne? J'en ai pas vraiment. Moi, je peux être dans beaucoup de styles. Je peux aussi bien écouter des trucs très tendres la nuit qu'écouter du punk hardcore. Mais allez, je te citerai un morceau de Van Morrison et des M qui s'appelle You Just Can Win, qui est magnifique. Moi, je vais l'écouter tout à l'heure. Et comme c'est le questionnaire de Proust, c'est quoi ta Madeleine à toi? Alors la Madeleine de Proust, si je comprends bien, c'est un élément qui te fait revenir à d'agréables souvenirs, c'est ça? Ouais, ou l'enfance, ou quelque chose de très innocent. Alors comme je suis d'une génération qui a beaucoup été influencée par la télé, à l'époque on regardait beaucoup de feuilletons, séries, donc il y a d'une part certains feuilletons et dessins animés qui m'ont... Alors, par exemple, Flipper le dauphin. Oh la vache, ça remonte. Oui, mais je suis pas tout jeune. Les dessins animés Hanna-Barbera. Ouais. Voilà, ça, c'est... ça, j'en ai becté. Voilà. Et je te dirais... je te dirais Le Petit Prince aussi, de Saint-Exupéry, qui est le premier livre que j'ai lu de ma vie. Et donc, Le Petit Prince est tatoué sur mon mollet. On saura tout ce soir et on te retrouve le 7 février à la Marbrerie de Montreuil pour un set punk hardcore. Si j'ai bien compris. À l'occasion de... Je jouerai en after show du concert de GBH, gros groupe de punk hardcore anglais historique des années 80 qui va venir jouer à Montreuil
avec à l'affiche Lion Slow, qui est un groupe de oi français plutôt populaire en ce moment, Claim Choice, qui est un groupe de glam punk oi lyonnais, et un groupe de oi mexicain qui s'appelle Mess. Et tout ça, ça se passera le 7 février à la Marbrerie, et j'en place une pour l'équipe de Los Locos. Eh ben, très bien. On a tout compris. Merci, amis auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis dans cette aventure entre chien et loup. Merci à mon invité d'avoir accepté de partager un peu de son intimité. Eh ben, merci à toi de m'avoir invité. Et merci au magicien des manettes de Radio Ems, Franck en régie, sans qui cette émission ne saurait voir le jour et la nuit. On se retrouve le mois prochain autour d'autres personnalités tout aussi inspirantes. En vous souhaitant une douce nuit, on se quitte avec le morceau Nuit sans lune de Gaël Faye. Yeah. Je sors la nuit comme le virus du P4 et les chats sont tous gris métal. Comme d'hab, je vais brûler le mic, mon amour. Gros son indigeste et lourd. Mets tes boules caisses si t'aimes pas bien mon boucan. Fire, décongèle les cold case. Vitre fumée furtive comme Banksy. Bande de bandits dans la berline allemande. Calmement, humblement, simplement. Non, fond de sky, laisse les culs de clope dans le gobelet. Le son est tellement lourd, j'ai besoin d'un monde charge. File droit sur la route, mets les grosses passes dans la Subaru. Fuck les racistes bougalou. Les flics m'encerclent comme des hula hoop. Rodney King tard dans ma rue. Reflet de lune sur les gens talus. Nuit sans nom. Nuit sans lune. Nuit sans nom, sans lune, sans nom, sans lune. Violence latente, gare aux brebis, les loups salivent. Tout est possible quand l'avenue s'anime. Coup de calibre comme dans les rues de Cali. La nuit s'embrasse, prends ta ritaline. Chétan ne fait qu'imiter l'ange. Bic l'enflou Michel-Ange. Dégel du permafrost. J'bois cul sec après le toast. À la vie, à la santé. Les Chaim, les Chaim. Road boy, dans l'attente qu'on me ravitaille. Je serre les dents, je tiens les barricades. Je nage le crawl dans leur marécage. Je prépare la guerre quand tout paraît calme. T'échoues si t'arrêtes d'essayer. La nuit c'est plein de cow-boys et de Cheyennes. Je combats l'insomnie et le vague à l'âme. Disons ardent rejoint le Macala. Nuit sans nom. Nuit sans lune. Nuit sans nom, sans lune, sans nom. I make a million bucks. Best drop de tout l'univers. Je descends la vitre pour respirer l'air frais. Je sors dehors à l'heure des fermetures. Fumée, tue, l'habitacle est une étuve. La rime j'extrais l'or de la mine. Fais bellec, je traîne en hors de la nuit. Sans le sou en soum soum. 5h du mat, je m'endors sur du Kalsoum.